Bonjour à tous, bienvenue sur ce bulletin d'information numéro 22 de la Web TV de Veille Stratégique. Merci de votre fidélité. Et donc aujourd'hui, pour ce premier bulletin de la semaine, nous allons traiter encore une fois de deux sujets majeurs, à savoir l'Ukraine et la situation en Terre Sainte entre Israël et les Palestiniens, puisque l'évolution de ces deux conflits ne cesse d'occuper le haut de l'actualité. Alors en ce qui concerne l'Ukraine, on va revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qui s'est passé, non pas hier ou avant-hier, mais ce qui s'est passé juste après le bulletin de vendredi, à savoir la destruction d'un centre de contrôle radar donc dans le district militaire de Voronezh, un centre de contrôle radar russe dans le secteur de Krasnodar. Donc, comme vous le savez peut-être, les différentes puissances nucléaires ont des dispositifs de détection avancés qui permettent de voir les départs de tirs de missiles de croisière ou de missiles intercontinentaux pour justement pouvoir opérer une réplique si c'est nécessaire. Donc la Russie, comme la France, la Grande-Bretagne, bref, toutes les grandes puissances nucléaires aujourd'hui possèdent ce type d'installation fixe. Et là, on a eu quelque chose mais d'absolument fou de la part des Ukrainiens, c'est qu'ils ont ciblé, alors que ce centre de contrôle radar qui sert donc à l'alerte nucléaire en cas d'attaque nucléaire ne joue probablement, mais alors aucun rôle direct dans la guerre avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Il peut éventuellement servir aux Russes à détecter ce que pourraient être amenés à faire les soutiens de l'OTAN en termes de feu nucléaire demain, mais enfin c'est absolument pas d'actualité. Or ça pose un gros problème, un grave problème, c'est que le temps que soit réparée cette installation, alors même si elle n'est pas unique, bien évidemment, vous vous en doutez, sur le territoire de la Russie, il y a plusieurs installations de ce type, mais ça peut créer une espèce de trou dans la raquette de détection, et on peut avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que des détections de tirs qui n'en sont pas pourraient advenir faute d'avoir une défense entre guillemets enfin un réseau de détection qui soit homogène. On pourrait avoir une détection, et on sait que ça s'est déjà passé au cours de la guerre froide au moins une fois. Alors là, c'était des problèmes de capteurs de la part de ce type d'installation soviétique qui avait failli déclencher l'apocalypse. Mais donc, on ne comprend pas parce que l'OTAN est bien évidemment derrière en termes de prise de décision, et les Américains sont bien sûr au courant, ainsi que les Britanniques et les Français. Comment a-t-on pu laisser ou même aider à la préparation de la destruction d'une telle installation, sachant que bien évidemment, alors qu'on est déjà dans des rhétoriques très puissantes en termes d'emploi de l'éventuelle arme nucléaire tactique du côté russe, que les Occidentaux ne cessent de dire ah ben oui, mais nous là, si la ligne ukrainienne s'effondre, on rentrera sur le théâtre d'opération. Et donc, ou alors on va laisser les Ukrainiens utiliser les armes à longue portée pour frapper les infrastructures en Russie. Bon, il faudrait peut-être que tout le monde redescende d'un cran et que ce genre de choses, qui est extrêmement grave, ne se reproduise absolument pas jusqu'à la fin de ce conflit, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de complètement fou, et on voit encore une fois que c'est du côté occidental que se situe le problème, pour avoir probablement participer, aider à la planification, et surtout à la fin donner l'autorisation aux Ukrainiens de faire ce genre de frappe sur ce type d'installation extrêmement névralgique et extrêmement importante dans le dispositif de détection nucléaire de la Fédération de Russie. Alors ça, c'était le premier point. Le second point, ça a été la frappe qu'il faut éclaircir. Ça a été la frappe russe sur qui est officiellement un supermarché à Kharkov. Alors malgré tous les cris d'orfraie qu'on a vus sur les plateaux télé en France, relayés par des correspondants francophones là-bas,
On le voit bien sur la majorité des images et on l'entend sur la majorité des vidéos qui ont été filmées, y compris celles qui ont été filmées par des télévisions occidentales. Cet endroit devait y avoir peut-être, puisqu'on nous a montré quelques machines à laver entassées dans un coin, ce supermarché est depuis longtemps déserté et sert d'entrepôt pour partie à des munitions qu'on a entendu détonner à la suite de la frappe et de l'incendie que la frappe a provoqué. Hein, c'est pas les machines à laver qui continueraient ou qui se mettraient à exploser suite aux effets de l'incendie du lieu. C'est complètement stupide. C'est pas la première fois. Hein. Je crois me souvenir qu'on a déjà eu ce genre de frappe en 2022, si ma mémoire est bonne. Alors c'était plutôt dans le secteur de Dniepro. Je j'ai pas vérifié, mais ça évoque quelque chose de similaire il y a 2 ans maintenant, ou un supermarché qui était complètement abandonné et qui servait d'entrepôt, eh bien avait été ciblé par les Russes parce qu'ils avaient eu l'information sur la transformation du lieu en entrepôt militaire. Et d'ailleurs, c'était assez remarquable à l'époque parce que là, ce qui avait vendu la mèche n'était pas tant les explosions secondaires des munitions à l'intérieur, c'était que autour de l'entrepôt, il n'y avait pas un seul civil, il n'y avait pas des gens avec leurs caddies, leurs enfants, leurs voitures, ce genre de choses. Il y avait que des militaires qui étaient là pour essayer d'évacuer les munitions qui n'avaient pas encore explosé. Bref, voilà, donc il faut un peu remettre les choses à plat par rapport à ça, parce qu'on est encore en train de nous dire, regardez, les Russes frappent des infrastructures civiles. Alors c'est d'ailleurs ça qui est assez intéressant aussi, c'est que on a cette frappe, on nous dit que c'est des bombes planantes qu'on fait le coup. Effectivement, c'est très spectaculaire. Et puis, si, donc, comme on l'entend, il y a bien des munitions. Ça a dû porter un coup à la logistique ukrainienne qui tente de défendre le nord, les abords nord de Kharkov. On le sait depuis 3 semaines. Mais on n'a pas un décompte de civils morts, et on va en parler avec Gaza. Si vous faites une telle frappe dans une zone qui est réputée être un supermarché avec des gens qui viennent s'approvisionner, vous devriez avoir malheureusement des dizaines de morts et des centaines de blessés. Or, c'est absolument pas le cas dans le décompte. Hein, on est à, je crois, 2 ou 3 morts et quelques blessés. Et encore, c'est les chiffres que nous fournissent les Ukrainiens en nous disant que ce sont des civils. Tout ça reste encore à bien déterminer et à bien étayer. Donc voilà encore un coup médiatique, alors que dans le même temps, on a des frappes qui se déroulent en permanence. Alors certes, sur le territoire russe, elles sont limitées à l'emploi notamment des fameux lance-roquettes multiples Vampire, qui continuent de frapper le secteur de Belgorod et de faire des victimes parmi la population civile russe. Alors c'est quelques personnes au hasard de ces bombardements, hein. C'est pas, on n'a pas d'un seul coup 40 ou 50 morts. Bien évidemment, ça personne n'en parle. On a eu hier encore une frappe, vraisemblablement la d'Atacams sur Lugansk. Alors là, ça fait plusieurs fois que la ville est frappée par les Ukrainiens. Alors effectivement, certains vont dire, bah oui, mais Lugansk c'est le territoire de l'Ukraine, donc là les Ukrainiens font ce qu'ils veulent. Entendu. On n'a pas le bilan encore définitif des pertes civiles à cause de cette frappe. Vraisemblablement, en termes d'impact sur la logistique russe, ça n'a pas l'air d'être déterminant puisque les combats dans le secteur de Kupiansk-Kremena, qui sont donc qui dépendent de Lugansk en termes de centre de logistique, ont pas l'air de diminuer d'intensité. Au contraire, on a vu tout ça reprendre de plus belle ces dernières 48 heures. Donc on se demande encore une fois à quoi ça sert, puisque c'est pareil, du côté de Donetsk, on a eu encore quelques frappes avec des 155 mm qui ont eu lieu, et qui là encore ont ciblé principalement des secteurs où on a des civils, comme c'est le cas depuis 2014, et bien évidemment tout ça échappe au radar des canaux d'information habituels en Occident. Voilà, toujours ce 2 poids 2 mesures. Pour terminer sur les annonces, on a donc depuis hier soir les réseaux qui se sont un petit peu enflammés autour de la problématique d'instructeurs de l'armée française auprès des troupes ukrainiennes. Personnellement, je pense qu'il s'agit, alors peut-être qu'il va y en avoir donc des nouveaux qui vont intervenir, mais pour moi c'est une officialisation
d'une situation qui est là depuis le début du conflit. Hein. Je pense qu'il y a des instructeurs français, d'abord issus des forces spéciales, qui sont aux côtés des troupes ukrainiennes depuis le début du conflit, qui leur apportent leur savoir-faire. Alors là, on va simplement probablement donc changer de type d'instructeur. On va être sur des armes, enfin sur des armes plus traditionnelles. Je pense par exemple aux transmissions, au génie, pour le déminage, mais aussi bien sûr pour les armes de mêlée. Parce que je pense que notamment en ce qui concerne nos Césars, on devait certes avoir formé des équipages en France, mais je pense que des instructeurs ont dû quand même suivre les canons pour assurer notamment une partie de la gestion de la maintenance au combat depuis que ces armes ont été livrées à l'Ukraine. Donc voilà, aujourd'hui je pense que, alors c'est pour ça, bon, tout le monde s'embrase, enfin les réseaux s'embrasent autour de ça. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis qu'on est plutôt dans l'officialisation d'un fait d'un fait établi depuis longtemps, et peut-être donc dans l'accroissement de leur nombre plutôt que dans une nouveauté première et entière. Voilà. Alors, donc ça c'est on va dire toutes les infos autour des combats. En ce qui concerne les combats, donc on a la confirmation de ce que je vous disais vendredi sur la façon dont ça se déroule au nord de Kharkov. Les Russes continuent d'attaquer, mais avec des moyens limités. Il semblerait qu'on ait à peu près maintenant une parité des effectifs combattants de part et d'autre par rapport à l'arrivée des réserves ukrainiennes. Malgré tout, on a vu passer des vidéos où on se rend compte que les réserves ukrainiennes, comme je l'annonçais, sont composées d'unités qui viennent à peine d'être instruites ou qui sont même en cours d'instruction. Hein. On a vu cette vidéo où on voit des gars, ils sont filmés probablement par un de leurs sous-officiers, qui dit, ben voilà, ils savent à peine nettoyer leurs armes et ils savent à peine s'en servir. Donc tout ça face au déluge de bombes FAB russes et aux tirs d'artillerie, ces pauvres gens, ils ont quasiment aucune chance de survivre aux combats dans lesquels on vient de les plonger. Donc si sur le papier il y a une parité numérique qui s'est établie, semble-t-il, donc maintenant depuis près d'une semaine, en termes d'une part de qualité de l'effectif et donc d'instruction, de savoir-faire, les Russes ont l'avantage, et puis en termes d'appui-feu, on ne cesse de le dire, les Russes ont également l'avantage, même si on sait que les Ukrainiens ont ramené eux aussi de l'artillerie, vu qu'ils n'ont pas de défense antiaérienne efficace pour abattre les avions russes qui effectivement lancent leurs bombes depuis l'espace aérien russe. Eh bien, pour le moment, le concassage de l'effectif ukrainien dans le secteur de Kharkov va se poursuivre. On a vu encore des informations complémentaires venant des services occidentaux qu'on fait bien sûr fuiter à grand renfort de coups médiatiques dans la presse occidentale, nous avertir de concentration russe donc dans le secteur légèrement donc au nord-ouest de Kharkov, enfin de celui où les Russes attaquent à Kharkov, et dans le secteur de Soumy, on a vu des bombardements très impressionnants, très importants sur la frontière à l'est de Soumy. Est-ce que les Russes vont rouvrir un front à cet endroit-là? Est-ce qu'ils vont élargir le front qui existe déjà dans le secteur de Kharkov? Ou est-ce qu'ils vont se contenter tout simplement de poursuivre des bombardements depuis cette zone pour laisser accroire à une attaque et donc contraindre les Ukrainiens à se maintenir assez forts en défense pour pas être surpris comme ils ont été surpris à Kharkov? Ça, on peut pas encore le déterminer. Et par contre, ce qu'on voit sur tout le reste du front qui donc s'est embrasé maintenant depuis 10 jours, c'est que tous les jours, on apprend en milieu, en fin de journée, que les Russes, que ce soit donc depuis le secteur Kupiansk-Kremena au nord du Seversky Donetsk ou au sud dans le secteur de Seversk, dans le secteur de Bakhmut-Chassov-Yar, dans le secteur à l'ouest d'Avdiivka, dans le secteur à l'est de Marinka, à l'ouest de Marinka et de Donetsk, ou dans le secteur d'Ougledar, partout les Russes reconquièrent des localités tous les jours. Tous les jours. Et chaque localité gagnée permet d'ouvrir de nouvelles clés tactiques jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ouvre des clés plus importantes
qui vont permettre soit des encerclements, c'est ce qui peut se passer dans le secteur de Seversk, soit des effondrements, parce que on le rappelle, la ligne de front qui est tenue aujourd'hui dans toute cette zone par les Ukrainiens, derrière, il y a pas ou plus grand chose en termes de réseau défensif. Et comme on l'a vu d'ailleurs dans le secteur de Kharkov, on n'en connaît pas la qualité, c'est-à-dire qu'on nous dit il y a peut-être des défenses qui ont été installées dans au même moment qu'à Kharkov, sauf que comme on l'a vu à Kharkov, avec la corruption, une partie de ces défenses n'était pas en capacité d'abord de protéger les troupes ukrainiennes et encore moins d'arrêter les Russes. Donc voilà, donc on continue cette qui ressemble donc au grignotage et qui sert à l'attrition de l'effectif ukrainien et qui pourra probablement à un moment ou un autre provoquer une ou des ruptures qui là mériteront d'être exploitées par les Russes. Dans quel délai, je ne peux toujours pas vous le dire, mais je suis convaincu que donc là déjà on voit que ça fait un bon mois que les Russes sont à la manœuvre autour de tout ça, que tous les secteurs sont concernés. Alors avant c'était les uns après les autres, depuis que les Russes se sont attaqués au nord de Kharkov, on voit que c'est tous les jours, donc ça veut dire que la pression est terrible. Pourquoi tous les jours et sur tous les secteurs du front? Parce que les réserves ukrainiennes ont été obligées de se déplacer vers le secteur de Kharkov et que pour le moment, il ne reste plus rien pour tenir. Je pense notamment que dans le secteur de Kremenna-Kupiansk, on va avoir la fin de la tête de pont ukrainienne qui est à l'est de l'Oskol. Ça paraît de plus en plus compliqué depuis ce week-end avec les villages qui tombent les uns après les autres dans cette zone aux mains des Russes. On peut estimer qu'il doit rester un seul pont debout durablement sur l'Oskol pour ravitailler les troupes ukrainiennes, et qui en plus est régulièrement bombardé, donc il doit être reconsolidé ou reconstruit par le génie ukrainien. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va porter ses fruits et que cette zone risque de repasser sous le contrôle russe d'un seul coup. Donc il faut vraiment avoir tout ça en tête pour comprendre comment les Russes opèrent. Voilà. Alors maintenant on va parler donc alors avant de vous parler du second sujet, je vous remercie encore de vos likes, de vos commentaires positifs. Je rappelle les commentaires concernant ma tenue vestimentaire, la façon dont j'ai taillé ou pas ma barbe, enfin tout ça c'est je me demande qui peut se lancer dans ce genre de choses. Enfin bon bref tout ça vous l'avez peut-être pas remarqué mais tout ça a été supprimé et sera toujours supprimé dans les commentaires par les gens qui s'occupent de la modération. Bref, donc les commentaires positifs et les discussions, les questions, on est ouvert. Il y a des gens qui nous ont donné des informations très intéressantes l'autre jour sur l'affaire entre donc les motos et les drones. Je vous invite à relire les commentaires qu'ils ont postés, c'était extrêmement intéressant. Et donc ça pondérait ce que je disais sur le coût entre le drone et la moto. Donc voilà, il y a des gens qui font des contributions qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on s'y intéresse. Je remercie tous ceux qui ont fait un geste financier pour continuer de soutenir le développement de cette chaîne et donc qui vont nous permettre, je pense, sans trop de difficultés en septembre, de vous faire le second numéro spécial dédié aux forces armées indiennes, sur le modèle de ce qu'on a fait pour l'armée chinoise. Et puis, donc, je vous invite à continuer de nous suivre. Abonnez-vous à notre page Facebook pour partager aussi sur Facebook, parce que c'est très important de diffuser l'information sur tous les réseaux, sur Telegram, sur notre blog, donc la page du blog lui-même. N'hésitez pas aussi, si vous avez un compte Google, à vous abonner pour laisser des commentaires. Il y a des gens qui font là aussi des commentaires très intéressants depuis plusieurs années maintenant, et on les remercie de leur participation. Et puis sur mon compte Twitter Tercios del Sol, où là aussi je partage assez régulièrement les informations qu'on peut avoir. Des fois j'en partage qui viennent de X et que j'ai pas le temps de repartager sur les autres plateformes de veille stratégique. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Alors donc là, on va parler de Gaza. Enfin, de la situation entre Israël et les Palestiniens, parce que ça devient complètement catastrophique. Tout d'abord, il faut revenir sur l'ordonnance de la Cour de justice internationale qui a été très claire. Maintenant, si vous voulez pas, donc contre, enfin, à, à,
à la connaissance d'Israël, hein, qui donne un message très clair au gouvernement israélien. Maintenant, si vous continuez vos opérations sur Rafah, l'accusation de génocide va être justifiée par rapport à la plainte qui a été posée par donc des avocats sud-africains. On le rappelle, il y a maintenant quelques mois. Donc l'ordonnance était très claire là-dessus. On vous ordonne, hein, puisque c'est l'ordonnance, c'est pour ordonner, on vous ordonne d'arrêter. Bien évidemment, le gouvernement israélien nous a montré à quel point il se moquait complètement des institutions judiciaires internationales. Hein. Je rappelle que cette cour dépend de l'ONU, hein, donc l'ONU reconnaît Israël, Israël reconnaît l'ONU. On a d'ailleurs vu son ambassadeur s'y ridiculiser à plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc là, un organe qui dépend des Nations Unies, Israël dit non, nous, ces gens-là, on n'en a rien à faire, puisque on l'a vu avec ce qui s'est passé à Rafah, on a eu droit à un bombardement terrible sur le camp de réfugiés de Rafah, où on est, alors les chiffres, hein, je le dis tout de suite, c'est ceux que j'ai pris ce matin sur les différents réseaux. On est à 45 morts parmi les civils palestiniens, plus de 250 blessés. Je pense que malheureusement, parmi les blessés, vu le type de bombardement où les gens donc ont brûlé vifs, les gens ont brûlé vifs. Hein, donc je pense que malheureusement, il y aura plus que 45 morts et que parmi les 250 blessés, il y en a beaucoup qui risquent de mourir de leurs blessures qui sont absolument atroces. Hein, et je ne compte pas parmi eux notamment le nombre d'enfants, y compris des enfants bas âge. Voilà, donc c'est absolument phénoménal que ce genre de choses ait pu avoir lieu, que ce soit justifié par Netanyahou en disant que c'est un accident tragique. Alors même s'il faut souligner que la justice israélienne est saisie, hein, qu'on est à plusieurs centaines de saisies pour des problématiques donc de crimes de guerre de la part des membres de Tsahal depuis le début de l'offensive épée de fer qui est menée par l'armée israélienne depuis octobre dernier, qu'on nous a justifié cette frappe par le fait qu'elle aurait donc tué deux chefs du Hamas, donc si j'ai bien compris, de l'antenne de Cisjordanie qui se trouvait à Gaza. Voilà, donc pour tuer deux hommes, on a commis cette attaque absolument abominable contre des civils qui étaient non pas dans leur maison, hein, il faut, pour ceux qui n'ont pas vu les images, ils étaient dans un camp de tentes qu'on brûlait sous l'effet du bombardement. Voilà. Donc on verra, entre l'ordonnance de la Cour de justice internationale et puis ce qui s'est passé à Rafah, qui est un pied de nez monstrueux de la part de Netanyahou et de son gouvernement à l'égard des instances internationales et bien évidemment à l'égard des Palestiniens. On verra ce que ça va donner. On voit que ça effrite de plus en plus l'unanimité occidentale. On l'a vu déjà avec la reconnaissance qui sera officielle donc demain 28 mai. Aujourd'hui 28 mai, pardon, par l'Espagne notamment au cours du Conseil des ministres. Tout ça risque de faire de plus en plus voler en éclats le soutien de certains pays européens qui vont eux aussi suivre l'exemple espagnol, irlandais et norvégien. On voit qu'aux États-Unis, ça continue de mettre dans l'embarras l'administration Biden. Alors bien évidemment, elle continue de fournir les bombes, parce que les bombes qu'ont tapé le camp de Rafah sont des bombes américaines. Donc c'est là toute l'hypocrisie de l'administration Biden qui nous dit d'un côté on fait tout ce qu'il faut pour restreindre l'emploi de la force, etc., pour que les Israéliens ne commettent pas l'irréparable, et puis on voit bien que sur le terrain, malheureusement, il n'y a pas de changement et que ce sont des bombes américaines qui sont à l'origine de ce drame absolument effroyable. Donc on verra aussi ce que fera la justice israélienne parce que c'est très important par rapport à ce qui se passe aussi en Israël où on voit que le soutien à Netanyahou continue lentement mais sûrement de s'effriter,
qu'on voit bien que Israël est dans une impasse militaire complète. Je vous invite aujourd'hui, j'ai fait une chronique sur cette problématique-là, sur l'échec militaire de l'opération israélienne pour le site Le Diplomate Média. Je recorrigerai la vidéo parce que ça doit être en ligne un petit peu plus tard que cette vidéo, mais je recorrigerai la description de la vidéo pour vous mettre le lien. Je vais pas en parler ici puisque ça vous permettra d'aller plus loin avec ce papier, mais où j'explique notamment que l'armée israélienne ne fait plus que ce que l'armée américaine faisait au Vietnam, c'est-à-dire du body count, le décompte des morts, et que c'est à l'aune de ce seul calcul qu'elle est en train d'essayer de mesurer une improbable victoire militaire, et qu'elle est en train de perdre, comme l'Amérique a perdu au Vietnam, et pour les mêmes raisons, à la fois politiques et militaires, et que tout ça est une catastrophe, parce qu'il y a une particularité dans l'héritage militaire israélien, c'est que Moshe Dayan, le grand chef d'état-major israélien, en plus membre du Mapai, le grand parti de la gauche israélienne dans les années 50-60, avait été au Vietnam et en était revenu avec les bonnes conclusions sur la façon dont les Américains étaient en train d'employer les feux de manière disproportionnée et complètement folle pour aucun gain militaire à la fin. Voilà, ni bien sûr de gains politiques. Donc je vous invite à lire ce papier quand il sera en ligne peut-être vers 14 heures, et j'inclurai le lien dans la vidéo. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire ce matin sur ces deux conflits. Les opérations militaires donc dans la bande de Gaza se poursuivent au nord, du côté de Jabalia, et on a vu aussi, puisque c'est toujours quelque chose, vous le savez, qui attire notre attention à veille stratégique, il y a encore eu une série de raids dans plusieurs localités en Cisjordanie. Au moins donc une quinzaine d'habitants palestiniens ont été arrêtés sous prétexte qu'ils auraient des liens ou qu'ils entretiendraient des liens avec le Hamas. Encore une fois, il ne faut pas détourner les yeux à cause des horreurs qui sont commises à Gaza de ce qui se passe en Cisjordanie, parce que dans le plan des kahanistes fous qui soutiennent Netanyahou, les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Voilà. Et ce que je disais pour ceux qui suivaient pas les émissions au départ, c'est que ce qui se passe en Cisjordanie cherche à provoquer une nouvelle fièvre de violence du côté palestinien pour la réprimer de la même manière qu'on est en train de martyriser Gaza. Il ne faut pas oublier pourquoi Tsahal mène ces opérations-là en Cisjordanie et laisse les colons s'attaquer aux Palestiniens en Cisjordanie. C'est pour les forcer dans leur dernier retranchement pour qu'ils se soulèvent et que ça donne l'opportunité à Tsahal de leur taper dessus de la même manière qu'à Gaza. Faut pas oublier que c'est ça le plan. C'est pas on mène des raids, etc. Non. Et c'est aussi pour ça que ça commence aussi à décupler l'opposition en Israël face à ça, parce qu'on se rend compte de plus en plus que le sort des 120 et quelques, 130 et quelques otages qui resteraient encore entre les mains des groupes palestiniens, est en train de disparaître des centres d'intérêt malgré les grandes déclarations, bien sûr, du gouvernement de Netanyahou, et que le plus important, c'est la destruction des Palestiniens des deux côtés, en Cisjordanie, à Gaza. Et l'espoir, le terrible espoir qui est caressé par Netanyahou et son gouvernement dans sa course folle vers l'abîme, c'est de provoquer une insurrection palestinienne pour pouvoir mieux la mater. Et il faut reconnaître que les Palestiniens de Cisjordanie font preuve d'une résilience et d'une retenue qui alors là est exemplaire. Exemplaire. Voilà, on en terminera là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Vous m'excuserez de l'émotion qu'a provoqué chez moi l'évocation de cette affaire, mais je suis un homme avant toute chose, un père de famille, et donc des fois on peut pas rester de marbre éternellement. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Donc n'oubliez pas le lien vers mon analyse de cette affaire militaire à Gaza et en général entre les Israéliens et les Palestiniens. Et je vous dis à vendredi pour le second bulletin hebdomadaire. Merci à vous. Au revoir.